Vous êtes bel et bien au Carrefour Emploi, carrefour des métiers qui marchent, incarné par des gens qui en ont fait leur gagne-pain, leur passion et pourquoi pas leur fortune. Aujourd'hui, nous vous emmenons pêcher, mais pas pêcher à la manière d'un pêcheur ordinaire avec son filet. Nous vous emmenons à la rencontre de quelqu'un qui élève les poissons, particulièrement les bébés poissons. On les appelle les alevins. Mais attention, ce technicien agronome géographe de formation élève aussi d'autres catégories de poissons. On vous en réserve la surprise. À la rencontre d'un alevineur fier de l'être et fier de nous le montrer, c'est dans un instant. Bienvenue à ce rendez-vous de Carrefour Emploi. Bravo! Merci beaucoup. Vous sentez la chaleur au niveau du public prêt à accueillir notre héros du jour, l'alevineur que j'ai annoncé. Mais avant de le recevoir ici, on va le voir en image dans un document filmique que nous avons réalisé à sa rencontre. Mais avant de suivre le document, on accueille, comme d'habitude sur ce plateau, l'expert du jour qui va décrypter ensemble avec nous le parcours de cet alevineur et nous donner ici des clés d'une réussite dans ce métier de pisciculteur. J'ai le plaisir d'inviter sur ce plateau l'expert du jour, Christian Guidigbi. Il est expert en création et en rachat d'entreprises agricoles. Merci de l'accueillir comme il se doit sur ce plateau. Bonjour, merci de me rallier. Merci de vous installer. Voilà, une fois l'expert installé, ensemble, avec lui, avec le public et avec vous, devant vos petits écrans, nous allons suivre ce petit témoignage sur cet alevineur qui, en vérité, a démissionné d'un emploi qu'il avait pour s'installer à son compte. Voici le récit en images de cet alevineur fier de l'être. Je suis Claude Denakpo. Je suis technicien agronome, géographe, aménagiste. Je suis installé sur cette ferme il y a environ 4 ans, mais précisément depuis 2015, je travaille sérieusement à l'installation de la ferme. Nous sommes ici dans le village de Anangbo à Ouegodo. C'est dans l'arrondissement de Kpaon, Calavi Nord. Je fais principalement les poissons de consommation et d'ornement, les poissons pour les aquariums. À part ça, je fais aussi le maraîchage, un peu de l'aviculture locale améliorée. J'ai dit améliorée parce que nous faisons souvent des couplages entre les coqueliers et les poules locales pour avoir des hybrides qui ont plus ou moins un format plus gros que les nôtres. Voilà, à peu près. Nous sommes sur un domaine d'1 hectare qui couvre une partie terre ferme et une partie maraîchage. Fin 2009, je devrais être financé par des personnes ressources et qui malheureusement ont eu des problèmes financiers qui ne pouvaient pas dans le temps me soutenir. Mais moralement, il m'apporte beaucoup. Donc j'ai décidé d'aller travailler dans une ONG. Donc, en 2010, j'ai fait une économie et j'ai fait aussi un prêt auprès de mon directeur, qui est très gentil aussi. Et c'est ça qui m'a permis d'acheter ce terrain, les 1 hectare. J'ai pris une garantie de 2 ans pour rembourser, même si c'est une garantie verbale, c'est quand même une garantie. Ce que j'ai fait en 2011-2012, j'ai épongé ma dette et ce n'est qu'à partir de 2013 que je commence par mettre des infrastructures sur ce terrain. J'ai mis mes premiers bassins
Et comme je n'avais pas les moyens pour acheter, pour faire un forage dans le temps, j'ai pris une motopompe. Et du fait que je suis au bord du bas-fond, j'ai aménagé une partie dans le bas-fond et j'implante la crépine de ma motopompe qui me permet d'envoyer de l'eau dans les bassins. En 2014, j'ai construit mon premier bâtiment qui constitue le dortoir aujourd'hui et le magasin en même temps pour mes employés. Tout a démarré par mon investissement personnel. En 2013, j'ai postulé à un projet du ministère de l'Agriculture qui est appelé PADA, projet d'appui à la diversification agricole, que j'ai été un lauréat de ça. Et ce n'est qu'en 2015 qu'on a véritablement débuté ce projet-là. Ça a pris fin en 2016. J'ai été appuyé dans le cadre de la production des alevins de Clarias, donc, ce qui était mon challenge dans le temps. Mais malheureusement, dans le même temps, on a eu un problème de marché. Donc j'ai reçu un coup, un choc. Peut-être que les difficultés renforcent les capacités, dit-on. À force d'affronter cette difficulté, on se sent plus ou moins à l'aise parce que aujourd'hui, on se sent plus capable de gérer quelque chose que d'alors. La production des alevins de Clarias dans le temps se vendait aux producteurs, à ceux qui font le grossissement. Les pisciculteurs qui ne sont pas capables parce que la production d'alevins de Clarias, c'est quand même une autre spéculation à part. Tout le monde n'a pas la main. Donc, ceux qui font le grossissement, on leur vend ça. Nous leur livrons. Ceux qui sont dans la zone, à Port-Novo, n'importe où sur le territoire, même jusqu'à Djougou, au nord du Bénin, Parakou et tout. Mais du fait que le marché est mort, personne ne vient acheter. Mais parallèlement à cette production, j'avais une production des poissons d'ornement. Et pendant ce temps dur, on va dire, c'est la production de poissons d'aquarium là qui nous a soutenus jusqu'à retrouver un nouveau souffle. Voilà. Donc actuellement, nous avons lancé un vaste plan de production de tilapia. Peut-être vous voyez derrière moi un mini lac que nous sommes en train de créer. Nous avons lancé une grande production d'alevins de tilapia que nous allons utiliser une partie chez nous ici et vendre le reste aux producteurs. Donc dans 6 mois, vous aurez non seulement des Clarias, mais aussi de tilapia de bonne taille que vous pouvez manger déjà. C'est notre challenge actuel. Voilà. Et à part la production des poissons, nous faisons le maraîchage, donc les Vernonia que nous appelons à Mavivet chez nous, à Goma, Grande Morelle, les Fort-Tintin, les carottes, la laitue, un peu de tout. Les autres difficultés, c'est que bon, il n'y a pas une institution financière qui puisse apporter des finances qui soient vraiment adaptées à ce que nous faisons. J'étais dans une banque, les conditions qu'on m'a dit ne me rassurent pas. Je prends un crédit, je ne vais même pas boucler le premier cycle de production, mais avant ça, je vais commencer par rembourser. Sur quoi je vais rembourser? Donc, je vais emprunter, je prends l'argent que j'ai emprunté pour commencer par rembourser. C'est que je vais me suicider. Si l'État pouvait arriver à mettre en place un système qui répond vraiment aux différents sous-secteurs de l'agriculture vis-à-vis des difficultés que chacun rencontre dans son monde, parce que faut produire le poisson, il faut vous mettre au moins 6 mois de temps pour commencer par faire
de rentrée de sous. Mais si vous devez commencer par rembourser avant 6 mois, sur quoi vous voulez rembourser? Des choses comme ça. Des conditions vraiment allégées. Et les taux de remboursement, c'est vraiment élevé. Ce qu'il nous faut encore, c'est l'aménagement du bas-fond. Là, on a fait le grand pas, mais il nous faut véritablement curer ça pour que ça réponde vraiment à notre attente. Puisque à terme, nous voulons mettre des cages fixes. Contrairement aux cages flottantes, nous on va mettre des cages fixes qui vont nous permettre d'optimiser notre production. Chacun a sa vision. Moi, ça ne m'a jamais plu de travailler pour l'État. Je peux travailler spécifiquement sur un projet dans le temps si ça permet, mais aller rester dans un bureau pour travailler, pour être fonctionnaire, c'est pas ma chose. Je ne me sentirais pas à l'aise. Aujourd'hui, je sais que j'ai un patrimoine, j'ai un outil de production qui, quoi qu'en soit, je ne demanderai pas à quelqu'un de me donner à manger. Ça, j'en suis fier de ça. Et n'oublions pas aussi que je suis au début de l'investissement sur cette ferme. Et vous l'avez constaté qu'il y a plein de choses qui sont en chantier. C'est la grande difficulté parce que quand on démarre et qu'on n'arrive pas au niveau qu'il faut pour pouvoir asseoir la production, même si vous trouvez 5 francs, vous êtes obligé de mettre ça ici. J'ai 2 employés permanents qui sont ici et il y a des occasionnels que je prends. Je prends aussi des stagiaires, des universitaires, des lycéens, des gens qui ont besoin de se former et tout. Voilà. Voilà, nous venons de suivre en quelques minutes le récit de l'histoire de ce métier choisi par ces techniciens agricoles, Claude Denakpo, qui a choisi, après sa formation, d'évoluer dans son domaine. Il a choisi la pisciculture. Après Claude Denakpo en image, on reçoit Claude Denakpo en chair et en os ici sur ce plateau. Merci de l'accueillir. Bonjour Claude. Merci de vous installer. Alors Claude, bravo. Je rebondis sur les derniers mots du témoignage que vous avez apporté lorsque vous disiez que quoi qu'il arrive, vous avez votre exploitation, vous l'abandonneriez pour rien au monde. Vous y tenez toujours? C'est ça votre mental? Vous n'avez pas regretté votre choix? Je peux vous dire que chaque jour, chaque heure et chaque seconde que Dieu fait, toute ma fierté, c'est mon outil. Donc je ne pourrai jamais l'abandonner. C'est un outil que vous avez bâti au prix de persévérance et d'évolution graduelle. On l'a vu durant tout le récit que vous êtes allé d'étape en étape en obtenant des résultats année après année. C'était un choix délibéré d'aller au départ vers l'élevage des poissons bébés, des alevins. Et pourquoi particulièrement ce choix? C'était dicté par le marché qui existait? Bien sûr, parce que c'était un terrain où, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes ne sont pas capables de produire. Donc, en tant que lycéen, jeune étudiant, technicien dans le domaine, et que j'avais en moi cette capacité de produire, je me dis, il faut que j'en profite, parce que dans toute entreprise, dès que vous démarrez, d'autres personnes vont venir, mais le temps que des gens en arrivent, il faut que j'en profite avant d'asseoir, pour asseoir mon entreprise. Enfin, je gagne, je réinvestis et je crée d'autres filières dedans. Quand les gens arrivent dans le secteur, je suis déjà assis, donc je ne vivrai plus que sur ça. J'ai d'autres choses à faire. Donc la concurrence peut être de taille que ça pourra prendre,
Mais je m'en sortirai. C'est votre stratégie pour rebondir, pour résister. Justement, parlant de rebondissement, monsieur l'expert, je rappelle qu'on a sur le plateau monsieur Christian Guidigui, qui est expert en création et rachat d'entreprises agricoles. Vous allez apporter quelques réponses à un certain nombre de soucis de parcours qu'il a eu. Il a essayé de trouver des solutions pour s'adapter, notamment en diversifiant son activité principale, la production d'alevin, en allant vers le grossissement par la suite pour produire des poissons de table consommables, mais également en faisant du maraîchage. Et puis, en faisant un petit détour par le poisson décoratif d'ornement. Est-ce que, parce qu'il a mal étudié le marché au départ, qu'il a choisi juste une opportunité du moment, c'est-à-dire un projet, un programme sans doute qui existait, le PADA, voilà, qui avait besoin d'alevin? Non. Ça. Moi, mon projet, c'était production de poissons. Ça, c'est mon projet de départ, c'est ma formation. Maintenant, dans le temps, il y avait une production qui est en croissance, de poissons-chat, au détriment de poissons tilapia. Et tout le monde faisait cette production. Le poisson-chat, oui. Alors, mais tout le monde n'était pas capable, au point où les gens vont jusqu'au Nigeria pour aller chercher des alevins. Voilà. Et moi, en tant que technicien et ayant ma ferme à côté, pourquoi ne pas... Vous aviez trouvé en cela une opportunité. Mais après, ça fait flop. C'est dit que ça n'a pas... Oui, c'est malheureusement la situation qui s'est retournée. Oui. Et Dieu merci, on a trouvé la force nécessaire pour rebondir en diversifiant l'activité. Alors, quel conseil vous pouvez donner à des jeunes? D'abord, pour réussir dans cette activité particulière, il faut forcément une formation. Apparemment, c'est ce qui est le cas de Denaco. Et puis, lorsqu'on fait un choix de marché, il faut savoir recadrer son initiative. Je félicite déjà l'entrepreneur que je connais personnellement. Je le félicite parce que ce n'est pas facile. Alors, on va dire, il a échoué en partie parce que la crise liée à la dépréciation du Naira a joué sur tout le secteur dans tout le Bénin. Malheureusement, ce n'était pas une situation qu'il pouvait gérer seul. On a un problème généralement au Bénin, c'est le problème lié à l'information économique. Alors, si vous suivez un peu les tendances dans le passé, tous les gouvernants disaient on a le grand Nigeria qui est à côté, nous n'avons qu'à produire et à envoyer sur le Nigeria. Alors, quand on regarde la production de poissons d'une façon générale, la production la plus facile est la production de clarias, donc de poisson-chat, qu'il a dit tout à l'heure. À la maison, sur une superficie de 1,80 m sur 1,80 m, vous pouvez produire une tonne de poissons. Alors, vous voyez, n'importe qui dit je suis pisciculteur, c'est d'abord cette production qui est priorisée. Et le marché était sans difficulté. Parce qu'on voit le grand marché du Nigeria. Voilà, le marché était sans difficulté. Vous restez tranquille, les bonnes dames viennent, achètent, vont fumer pour envoyer sur le Nigeria. La monnaie était relativement stable. Stable, voilà. Donc c'était intéressant pour tout le monde produisait. On ne faisait que produire. Chez lui, c'est encore moindre comme dégâts. Je connais des gens qui ont pu même avoir une certaine crédibilité bancaire et qui ont pris des centaines de millions parce qu'ils ont lancé une production peut-être de 300 tonnes. Ça a marché, ils sont allés à 600 tonnes et dès que les poissons sont prêts pour la vente, ça a chuté. Mais ce qui a été dommage et grave, c'est que tout ça s'est passé et que ce soit le ministère de l'Agriculture, personne n'a rien dit, chacun a souffert son problème et on s'est calmé, on s'est dit non, le problème de Naira c'est tous les secteurs, les gens qui sont dans les trucs de véhicules c'est la même chose et tout, alors que ça n'a rien à voir. Un secteur qui est à la naissance, on doit l'accompagner, ce n'est pas comme l'importation de véhicules, mais on a abandonné le secteur, tout le monde a souffert, ceux qui n'ont pas pu ont arrêté carrément. Vous passez pour voir les pisciculteurs aujourd'hui, vous aurez pitié, vous allez voir des gens qui ont beaucoup investi mais qui ont abandonné les étangs et tout ça. Je pense que c'est un problème très sérieux et qui ne pouvait pas résoudre seul. Mais quand on va plus loin, on dépassionne un peu le débat. Le vrai problème, on ne peut pas faire une production et que le marché d'écoulement soit à 80% externalisé. Dès que le marché est à 80% externalisé, quand il y a une crise de devise, il n'y a rien à faire, vous avez échoué.
Donc c'est le vrai problème qui s'est posé. Le plus important lorsqu'on est face à une production qui s'adresse peut-être en grande partie à un marché extérieur, comme vous l'avez dit, c'est de faire très attention à surtout d'abord maîtriser le marché local parce que là, on n'est pas soumis aux fluctuations de la monnaie du pays étranger, du marché étranger. Est-ce qu'il a, à vos yeux, su trouver la meilleure formule en diversifiant son activité historique, c'est-à-dire la production essentiellement de Clarias. Je suis un peu néophyte dans Clarias. Voilà, merci. Venez à mon secours. Oui, je pense que ça l'a sauvé. Est-ce que c'est ce qu'il faut conseiller à ceux qui voudraient comme lui? Oui, mais il faut faire attention aussi parce que la diversification a aussi des garde-fous à mettre en œuvre. Si vous regardez, il fait de l'agriculture, il fait de volailles, il fait ci. Si ne c'est pas fait, des activités vont constituer des goulots d'étranglement pour d'autres. Parce qu'on n'arrive pas à évaluer, je suis sûr qu'il a 2 personnes comme employés, il ne peut pas évaluer réellement la rentabilité de chaque activité, il ne peut pas vraiment voir quelle est l'activité qui est en train de porter réellement. Donc une activité va bouffer... Il est en face de nous, on l'interroge en même temps. Est-ce que oui ou non, vous avez quand même eu quelques outils dans votre formation pour évaluer la rentabilité de ce que vous faites? Justement, c'est vrai, quand on a démarré, j'ai démarré avec mon activité, j'étais censé sur la pisciculture. Lorsque je rajoute d'autres spéculations, ça crée évidemment beaucoup de flux qu'il faut gérer. Mais enfin, pour être concret, c'est des dépenses, c'est de l'argent que vous injectez à nouveau dans la nouvelle activité, que vous ajoutez à la première. On ajoute. Mais c'est avec l'espoir que cette nouvelle activité soit rentable également. Soit rentable. Et c'est pourquoi j'ai une démarche actuellement que je vais vers la spéculation de chaque pôle de production. C'est-à-dire que mes employés aujourd'hui sont en train, je suis en train de les former à la spécialisation à chaque type d'activité. Donc, la personne qui travaille sur telle production, sur le maraîchage par exemple, sur le maraîchage est typiquement sur ça, et que tout ce qui va être investi dans ce petit sous-secteur de l'activité transite, et qu'on sait que lui, ce qu'il a, il a pu sortir de son activité, on doit pouvoir le savoir. Mais est-ce qu'avec cette démarche, cette méthode, au bilan, vous avez évalué la rentabilité? Est-ce que ces démarches rendent chaque activité rentable? Si, je pense, à mon avis, ou ma foi... Concrètement, est-ce que vous gagnez des bénéfices en fait? C'est la bonne formule parce que à un moment donné, comme nous l'avons eu sur le Clarias, la vente de Clarias, nous travaillons à ce que tous les secteurs, quel que soient rentables à leur taille. Quitte à ce que lorsque un secteur, un sous-secteur est en défaillance, nous pouvions venir au secours pour compenser. Oui, voilà. Mais à l'heure actuelle, alors vous avez quoi? Vous avez le maraîchage, vous avez l'élevage de poissons d'ornement, l'élevage de poissons de table également. C'est les 3 en fait. Oui. Vous continuez de produire de l'alevin, des bébés poissons? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que toutes ces 4 activités sont rentables aujourd'hui? Oui, celle qui n'est pas très rentable pour nous aujourd'hui, c'est celui du maraîchage, on va dire. Ah, c'est l'activité? Ah oui? Maraîchage, parce que dans ce secteur, il y a des périodes de pointe qu'il faut bien connaître. Oui, parce que nous sommes dans une zone qui borde la grande plaine de la vallée de Lomé, où à des périodes données, les produits maraîchers de cette zone, maraîchers de cette zone inondent le marché. Donc, nous qui mettons tout ce qu'il faut pour produire sur la terre ferme et tout, nous n'arrivons pas à rentabiliser parce que le produit, ça coûte moins cher. Et là, ça nous amène à produire des produits de spéculation en ces périodes. C'est que les autres n'arrivent pas à faire, comme les carottes. Donc, vous faites du contre-saison alors? Oui, on fait aussi des productions de contre-saison pour pouvoir compenser. C'est peut-être la solution à adopter. Je ne suis pas forcément d'avis. Je ne suis pas forcément d'avis parce que je vais me référer à quelqu'un qui conseillait un président américain et qui lui disait « Inspire before you aspire ». Inspire avant d'expirer. C'est dit quoi? Quand on prend un président, je ne sais pas, un de nos présidents, on le refait par rapport à quelque chose. On ne le refait pas par rapport à tout. Alors, il faut avoir une grande référence.
Je pense que si moi je dois conseiller quelqu'un en matière de diversification pour, par exemple, soutenir la crise qu'il a eue, c'est une diversification qui n'est pas loin du secteur d'activité. Parce que chaque secteur d'activité a ses spécificités. Vous prenez le maraîchage, mais il y a des normes en termes de maraîchage qu'il ne maîtrise pas encore forcément. Parce qu'il a pris son temps à se spécialiser en pisciculture. Et ce n'est pas évident que tout de suite, il maîtrise tout ce qu'il y a comme méandre dans le maraîchage. Et aussi, ce qu'on ne comprend pas, on dit allez à l'agriculture, faites l'élevage, machin et tout. Mais en dessous d'un certain nombre d'hectares ou de planches, vous ne pouvez pas être rentable. Et pour avoir le financement nécessaire, pour aller à ce nombre de planches ou ce nombre d'hectares, ce n'est pas évident parce qu'il n'a pas encore le financement nécessaire pour l'activité de pisciculture. Si vous regardez bien, il est limité dans la production de poissons marchands. Et pourquoi? Parce que les aménagements ne sont pas encore adaptés. Il pourra produire les alevins autant qu'il pourra, mais il ne pourra pas produire grand-chose en élevage, en poisson marchand. Oui, ça veut dire que... Est-ce que ce n'est pas un problème de souffle financier, de moyens financiers? C'est réellement ce problème qu'il a. Ça veut dire que vous avez des problèmes à financer l'activité majeure et vous mettez encore le financement dans une autre activité. Donc, ce que vous conseillez, pour résumer, c'est en fait quand on démarre une activité comme la sienne, l'élevage de poissons, c'est de se concentrer sur une première activité et éventuellement une deuxième activité, mais qui est presque intimement liée à la toute première. Par exemple, il produit du poisson marchand, des alevins, il peut se contenter de produire du poisson d'ornement pour être dans le même domaine d'activité et ne pas aller vers le maraîchage. Est-ce que ça fait sens? Ça vous dit ces conseils? Ce qu'il faut retenir dans nos productions, notre production phare, c'est la pisciculture. Oui. Tout ce qui est assez sur la pisciculture, c'est... Mais ce n'est pas pour autant oublier les opportunités que nous avons à côté. Je pense qu'avec tout ce que je suis parti d'une intégration, nous avons des eaux, nous avons ça fait comme le modèle Songhai ici, oui. Quand vous parlez d'intégration. Oui, voilà. Donc, nous avons des bassins en amont. Donc, l'énergie que nous dépensons, surtout sur ces genres de choses, c'est minime par rapport à ce que nous concentrons. Toutes nos énergies sont concentrées sur notre production. Mais seulement que nous, en voyant ces opportunités à côté, nous disons, bon, tiens, ça peut nous servir à combler ou telle chose. Donc, notre concentration, c'est pas ça. Et dans notre démarche, vous devez pouvoir sentir que tout ce que nous mettons en gros sur des investissements, c'est sur la pisciculture. Donc, nous ne détournons pas notre objectif de ce que nous faisons. Alors, la question fatale et très importante qu'on pose chaque fois qu'on invite un acteur d'un métier qui, à notre sens, marche et qui a des possibilités insoupçonnées, parce qu'on voit sur le marché de plus en plus de poissons d'élevage, de pisciculture, et qui a du succès par rapport aux poissons importés. D'ailleurs, on en importe énormément. Alors, notre intuition, c'est de savoir si oui ou non ça marche, la pisciculture. Est-ce qu'on gagne sa vie? La pisciculture, ça marche. Ça marche, pas comme les gens le pensent. Mais il faudra le penser ou la penser autrement. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Il faut vraiment avoir pour de que moyens. Votre exploitation décolle. Voilà, beaucoup de moyens financiers. Parce que ce n'est pas le fait de produire demi-tonne, une tonne, même 2 tonnes de poisson qui fera de quelqu'un. Vous êtes assuré que le marché local existe pour consommer suffisamment? Justement, on a produit ce qu'on ne sait pas manger. C'est ce qui a tué la production, qui a amené la crise. Si nous savions produire ce que nous mangeons, nous n'en arrivions pas à ce niveau-là. C'est-à-dire quoi? Le Béninois consomme plus de tilapia que de clarias parce que nous avons des tabous. Alors, pourquoi? Donc, il faut faire attention à tous ces détails en étudiant le marché avant de se lancer en pisciculture, savoir quel poisson élever et à mettre sur le marché. Voilà. Et on peut être assuré avec un peu de moyens. Non, pas que de moyens. Il faut avoir des moyens conséquents. Mais très bien. On va donc passer la parole à l'expert. C'est la séquence d'un thème particulier à développer. Et justement, on est sur la séquence d'un thème lié à la capacité pour un chef d'entreprise de faire vivre son entreprise et notamment, vous l'avez indiqué, suggéré, l'entrepreneuriat social. Je vais d'abord commencer par déchanter un peu tous ceux qui veulent aller à l'entrepreneuriat. Généralement, on se dit, je n'ai pas d'emploi, je vais créer mon entreprise. Oui. C'est archi faux, ça ne marchera jamais.
va à l'entrepreneuriat celui qui pense qu'il n'y a pas d'employeur susceptible de lui payer le salaire qu'il mérite. Quand je parle du salaire, ce n'est pas seulement l'argent, que ce soit moralement et tout le reste. Il pense qu'un employeur ne peut pas lui satisfaire ses besoins. Ne va pas à l'entrepreneuriat celui qui a échoué au concours de la fonction publique. Ne pensez pas que c'est les gens qui n'ont pas été compétents pour réussir à un concours qui viennent donc des entreprises de réussir. Ce n'est pas évident. Donc, il faut déjà qu'on s'enlève ça de la tête clairement. L'entrepreneuriat, c'est aussi compliqué que n'importe quel autre secteur d'activité. Donc, il faut que chacun sache raison garder quand on va dire on va à l'entrepreneuriat ou on va pas à l'entrepreneuriat. Mais quand je viens au concept de l'entrepreneuriat social, ce n'est pas un concept qui est nouveau dans la pratique. Mais dans les dispositions légales, ce concept n'existe pas au Bénin. Et c'est une invite que je fais aux législateurs pour que ces concepts-là puissent être une réalité dans notre pays. Ça va beaucoup aider les jeunes qui veulent aller à l'entrepreneuriat. De quoi il s'agit? Il s'agit donc de mettre l'efficience économique de votre activité au service du social. Du service, voilà. Oui. Et aussi de l'environnement. C'est les deux associés. Des entreprises le font déjà au Bénin. Je vais vous donner des exemples. Vous avez parlé de Songhai. Songhai est une entreprise sociale en bonne et due forme. Mais on prend le vocable aujourd'hui d'ONG et tout pour couvrir une activité en fait qui prend de l'argent. On vend des choses à Songhai, il y a des recettes qui rentrent et tout le reste. Mais la vocation de Songhai, à ma connaissance, c'est que ces recettes financent la formation des jeunes gratuitement. Donc, à partir d'activités commerciales, on finance la formation des jeunes. Donc les jeunes y vont gratuitement suivre la formation, sont hébergés, sont nourris. Et donc c'est ça le concept global qui entoure le projet Songhai. Ce n'est pas seulement dans le secteur de l'agriculture. Vous prenez par exemple le projet SECO. C'était une entreprise sociale à la base. Parce que si vous regardez bien, au départ, quand les gens réussissent au CEP, je crois, non, au CEP, on ne pouvait pas les classer parce qu'ils n'ont pas telle moyenne ou telle autre. Donc des enfants étaient laissés pour compte et n'avaient donc pas des structures pour les reprendre. L'analyse économique de la situation a fait qu'il a vu que c'était une opportunité. Mais cette couche de gens qui n'arrivent pas à aller à l'école, c'est des gens qui n'ont pas de moyens. Parce que ceux qui ont de moyens envoient leurs enfants dans le privé. Alors il faut créer un modèle où, à peu de frais, on peut faire envoyer à l'école ces gens qui n'ont pas pu avoir le truc. Donc là, c'est une entreprise sociale. Le concept n'a pas été développé au Bénin, donc on n'en parle pas même au monde entier. Dans le monde entier, quand on parle d'entreprise sociale, on ne cite pas ces cas. Mais vous prenez par exemple l'exemple de Bridge au Kenya. C'est presque le même concept, sauf que de l'autre côté, ce n'est pas un problème de classement, mais c'est plutôt des enfants défavorisés d'une zone de délinquants qu'eux, ils ont pris comme modèle au départ pour pouvoir se lancer et tout. Donc, on cite ça partout aux États-Unis et tout comme modèle, mais au Bénin, on n'en parle pas parce que nous n'avons pas légiféré pour pouvoir situer les choses. On mélange tout dans ONG, quelqu'un qui fait microfinance dit qu'il est ONG, quelqu'un qui fait dit qu'il est ONG. Est-ce que c'est justement pas parce que ceux qui prennent ce genre d'initiative ont besoin de subventions, puisque c'est quand même pas facile déjà d'allier rentabilité avec service à la communauté, donc service à titre gracieux, gratuit, comme vous l'avez indiqué. Déjà que dans l'entrepreneuriat pur et dur, on a du mal à se faire son beurre. Oui, c'est pourquoi il faut catégoriser les choses. Si vous avez une entreprise classique, il y a un certain nombre de structures qui ne peuvent pas vous venir en appui. Mais si vous avez une entreprise sociale et que la législation existe en la matière, même les communes peuvent venir en appui si le service rendu à la société rentre dans les intérêts de la commune. Alors, les communes Mais est-ce qu'au Bénin, c'est possible justement que les jeunes aillent vers ce type d'entrepreneuriat social que vous appelez de vos voeux? Le contexte s'y prête. Le contexte s'y prête et je pense que la NPE doit être même à la base même de la mise en œuvre de ce concept parce que ça va aider sérieusement les jeunes entrepreneurs à pouvoir faire quelque chose et à avoir aussi la vue de l'État parce que généralement, ce n'est pas des entreprises qui se gèrent comme les autres entreprises. L'État a une vue dans ces entreprises. Est-ce que le modèle développé par Claude Denapo
peut l'amener vers un entrepreneuriat social où il prend une partie de ses recettes pour, par exemple, former des jeunes gratuitement et après se faire financer, subventionner? Bien sûr, c'est pour ça que j'en viens. Bien sûr, si le projet, son gars, il le fait, pourquoi lui ne le ferait pas? Il est béninois, il peut profiter de la même chose. Il n'a pas peut-être les carrus des autres, avoir les gros moyens et faire truc là, mais si déjà, dès la base, on le suit et que réellement, il rend ce service, parce qu'il faut suivre aussi quel est l'impact réel que ça donne, parce que l'impact social est évalué dans le bilan de l'entreprise sociale. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va essayer quand même de finir sur une note positive. Voilà un jeune qui, après sa formation, après un emploi salarié qu'il a laissé tomber, a décidé de monter son affaire dans le domaine où il a été formé. Quand vous regardez son parcours, quel est le message positif qui se dégage et autour duquel vous voudriez peut-être donner des conseils, des exhortations et peut-être insuffler des désirs d'entreprendre dans ce secteur-là? Alors, moi, je dirais tout simplement que quand on fait une formation, il faut savoir pourquoi on fait la formation. Claude a su très tôt que son ambition était de créer son entreprise et d'être à son propre compte. Il est passé d'abord par l'étape d'employé avant d'aller à l'entreprise. Cette étape, je recommande souvent aux gens. Je recommande souvent parce qu'on pense que, bon, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon master, j'ai eu mon machin et tout. Ok, je vais créer mon entreprise et on se lève bon matin, on va dire... Elle est importante pour acquérir de l'expérience. Bien sûr. Et c'est bête, vous pouvez même prendre un emploi qui n'est pas payant. Parce que c'est un capital que vous êtes en train de mettre en jeu. Ce que vous allez apprendre dans cette entreprise va vous apporter beaucoup plus que de l'argent. Parce que ça aurait pu avoir un coût ailleurs. Exactement. Donc, je recommande surtout, c'est un parcours qui est intéressant. Il suffit juste que les accompagnements soient pour que ce soit des modèles de réussite. Que faut-il pour mieux réussir? Pour réussir, je pense que c'est d'abord le cadre institutionnel qui pose de problème. Là, on sent déjà une volonté. On sent une volonté, c'est le cadre institutionnel qui est un véritable problème. Là où il va vers n'importe quelle banque, il n'a pas les garanties nécessaires pour pouvoir prendre un prêt à la banque. Absolument, il a dit. Parce que, bon, il n'a pas de financement adapté à l'activité. Même s'il avait de financement adapté, il n'a pas les garanties. Vous prenez le terrain qu'il a pris, ce n'est pas évident qu'il ait un titre foncier sur ce terrain. Et comment il s'en sort? Et même s'il prenait un titre foncier sur ce terrain, la valeur de ce terrain ne permet pas de lui passer grand chose. Pour produire une tonne de poisson, vous dépensez dans l'ordre de 1 200 000, 1 500 000 et tout, pour produire une tonne de poisson. Et je vous dis, pour être rentable en pisciculture, il faut autour d'une cinquantaine de tonnes. Vous imaginez combien il faut pour pouvoir être rentable. Donc, j'imagine mal que quand on dit il va faire un peu et après il va grandir, il finira vieux. Monsieur Christian Guidegbi, vous êtes à la place de Claude Denapot. Ce sera la conclusion de cette séquence. Que feriez-vous pour rebondir davantage, pour faire fleurir votre affaire? Je vais surtout lui recommander d'être persévérant. Persévérant. D'être à l'affût de l'information. Parce qu'il y a aussi des opportunités de financement qui existent et qu'on ignore. Je prends l'exemple simple, il y a des fonds de garantie qui sont auprès de certaines banques et qui ne sont pas consommés à 20% après évaluation. Donc, il faut qu'ils soient aussi à l'écoute de l'information. Et aussi à l'international, je prends l'exemple de Baby Loan en France, où c'est un modèle d'entreprise sociale d'ailleurs, où on se base, on a regardé un peu les statistiques des gens qui travaillent, des expatriés qui travaillent et qui envoient leur argent par Western Union et autres dans les pays d'origine. C'est un fonds de la diaspora pour financer des projets dans les pays d'origine. Exactement. Donc, il peut avoir recours à ces différents fonds et pouvoir s'en sortir. Autant d'informations, me semble-t-il, que Claude Denapot a saisi au vol. C'est sûr qu'il va vous recontacter puisque vous vous connaissez. Il a posé des problèmes de financement pour pouvoir investir, financer dans les investissements dont il a besoin pour agrandir son exploitation afin d'atteindre un régime très fort de rentabilité. En tout cas, courage à vous, Claude Denapot, de vous y être allé. On vous dit bon succès et du courage pour la suite. La persévérance, vous l'avez déjà. On ne va plus vous la souhaiter. Merci d'être passé. Merci à vous, monsieur Lespère. Vous restez avec nous pour la suite. La suite, c'est la séquence du spécialiste de l'emploi de l'ANPE qui viendra partager avec nous un certain nombre de batteries d'outils dont dispose l'Agence nationale pour l'emploi à l'endroit des emplois indépendants. Merci d'être passé, monsieur Lespère. C'est un plaisir. Et on espère vous retrouver plus tard.
Merci au public extrêmement enthousiaste et dynamique. Nous partons sur ces ovations. Sur l'instant emploi du spécialiste emploi de l'Agence nationale pour l'emploi. Vous êtes toujours au carrefour de l'emploi. Maintenez vos positions d'écoute. Nous invitons ici sur ce plateau M. Maurice Zanon. Il est le chef du département suivi-évaluation et il viendra intervenir comme intérimaire du responsable du département entrepreneuriat, emploi indépendant. Merci de l'accueillir sur ce plateau, s'il vous plaît. Monsieur Zanon, merci. Alors, Monsieur Zanon, vous avez toute une série d'outils d'aide à l'emploi, à la création d'entreprises, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à des outils qui soutiennent ceux qui sont dans des emplois indépendants. Parlez-nous-en. De quoi il s'agit? Merci. Et je vais parler précisément d'un programme que l'ANPE met en œuvre à l'endroit des primo-entrepreneurs. Le programme est intitulé... C'est-à-dire ceux qui sont au début de leur entreprise. Ceux qui sont au tout début, voilà. Parce qu'on a d'autres programmes qui s'occupent de ceux qui sont déjà en activité. Tout à fait. Il s'agit du programme d'appui à l'emploi indépendant. C'est un programme, comme je l'ai dit, qui s'occupe des jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat. Nous avons un processus au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi pour les accompagner. D'abord, il y a un processus d'inscription permanent qui existe au niveau des antennes départementales. Nous en avons 12 sur toute l'étendue. Donc, ces jeunes qui aspirent à l'emploi indépendant font la démarche à l'endroit de ces antennes-là. Alors qu'on s'entende très bien déjà sur le concept, c'est quoi un emploi indépendant? En fait, c'est tout ce qui n'est pas emploi salarié. Tout à fait. Un emploi indépendant, c'est un emploi qu'on exerce à son propre compte. Voilà. Donc, on est soi-même son propre employeur. Voilà. Tout à fait. Okay. Donc, il se déplace vers les antennes départementales pour être accueilli par les conseillers en emploi qui officient au sein de ces antennes. Ce sont ces conseillers qui discutent avec eux, qui les orientent. Et lorsque la discussion aboutit à une orientation vers l'emploi indépendant, on les met en friche. Donc, lorsque cette pépinière est disponible, on lance le programme et les conseillers en emploi sélectionnent parmi tous ceux-là qui aspirent à l'emploi indépendant, ils en sélectionnent et ils rentrent dans un processus de formation. Il y a une série de modules de formation qui leur sont administrés. Le premier, c'est un atelier que nous appelons atelier de compétences de vie ou atelier de création d'opportunités. Qu'est-ce que ça peut apporter à un créateur? Justement, l'entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Pour être entrepreneur, il faut des aptitudes, il faut aiguiser sa vision, il faut savoir regarder son environnement. Parce que l'entrepreneur est là pour satisfaire un besoin. Donc, ce module de formation... Celui qui a du flair sur les opportunités tout à fait, et qui parce que tous les jours que Dieu fait, il y a des opportunités autour de nous. Et nous ne les captons pas souvent. L'entrepreneur est celui-là qui sait, qui trouve, qui dégote et qui sait que si je m'insère dans ce secteur-là, je pourrais faire fortune, je pourrais satisfaire des besoins qui sont peut-être latents, peut-être patents, mais si je m'investis sur ces secteurs-là, je pourrais permettre à la population d'avoir des satisfactions. Donc des jeunes qui ont déjà cette aptitude-là, ce flair que vous percevez, même vous les aiguisez davantage. Tout à fait. Même s'ils ne l'ont pas assez, ce module de formation leur permet de développer ces aptitudes-là. Et lorsqu'ils finissent ces formations, il y a un autre module que nous leur proposons. C'est un module qui est inspiré de la méthodologie GERME du BIT. Trouver votre entreprise, votre idée d'entreprise. Parce que quand ils viennent à cette formation, ils viennent déjà avec des idées d'entreprise. Mais lorsqu'ils suivent tout le processus,
60 à 70% changent d'idée de projet parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans des schémas stéréotypés qui ne permettent pas de valoriser et d'apporter véritablement une solution aux besoins qu'il y a sur le marché de l'emploi. Donc, il y a cette formation également qu'on fait à ces postulats, à ces candidats à l'emploi indépendant pour les apprêter, pour les aguerrir sur les critères dont il faut tenir compte pour avoir de bonnes idées d'entreprise. Et pour finir, il y a également une dernière formation qu'on met à leur disposition intitulée « Créer sa propre entreprise ». Ça leur permet alors d'avoir quelques idées sur la gestion parce que l'entrepreneur a besoin de connaître un tout petit peu de tout pour pouvoir mieux maîtriser son entreprise. Il a besoin d'avoir des connaissances en ressources humaines, il a besoin d'avoir des connaissances en gestion financière pour pouvoir mieux. On ne dit pas forcément qu'il doit être spécialiste de tous ces domaines, mais qu'il connaisse un peu des notions basiques de chacune ou de chacun de ces aspects. Ce n'est pas mauvais. Claude Denakpo, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette batterie d'offres de formation à l'emploi indépendant? C'est peut-être le dernier volet parce que vous êtes déjà installé. Oui, le dernier volet. Je pense que c'est intéressant d'avoir des appuis en la matière de la gestion du personnel. Et ça, c'est un grand problème qui se pose dans les entreprises. Vous avez des réponses pour ça? Tout à fait. Pour des gens qui ont le profil de M. Denakpo, il y a une formation qui est adaptée. Ça, ce n'est pas pour les primo-entrepreneurs, mais c'est beaucoup plus pour les entrepreneurs qui sont déjà installés. C'est la formation Germe. Là, on est même dans la gestion. Et quand est-ce qu'il peut venir toquer à votre porte pour les portes de l'ANPE sont ouvertes à tout moment, que ce soit à M. Denakpo, que ce soit à tous les autres jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Ils ont cette possibilité-là de se rapprocher de l'Agence nationale pour l'emploi à tout moment pour venir bénéficier de nos offres. On s'achemine vers la fin de l'année, les inscriptions restent toujours ouvertes? Les inscriptions sont ouvertes. C'est vrai que le processus est annuel. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas attendre le moment où les formations vont se dérouler pour venir se manifester. Parce qu'au-delà de ces formations cycliques, il y a un accompagnement permanent qui se fait au niveau des antennes par les conseillers en emploi. Donc, ils ont tout à gagner à venir taper à nos portes à tout moment. Vous avez suivi le témoignage de M. Claude Denakpo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je le félicite d'ailleurs pour cette initiative. Oui. Et je voudrais convier tous les jeunes à aller dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est la porte du bonheur, c'est la porte de la prospérité, comme j'aime à le dire. Et ceux qui essayent d'entreprendre ont besoin d'être encouragés. Nous l'encourageons et nous lui offrons toutes les opportunités qu'il peut saisir à l'ANPE. Nous l'invitons à venir. Ce n'est pas parce qu'il est déjà installé que l'ANPE ne peut pas l'accompagner. Nous avons des formations spécifiques que nous pouvons mettre à sa disposition. Lorsqu'il parle, par exemple, de la gestion des ressources humaines, nous avons un module que nos antennes départementales développent sur la valorisation du poste de travail. Donc, on peut prendre en charge son personnel, travailler avec eux pour leur montrer comment est-ce qu'il faut être performant dans l'entreprise. Je l'avais noté, c'est sûr qu'il prend rendez-vous déjà. Claude Denakpo, pour finir, on a juste une minute. En une minute, est-ce que vous avez des messages clés en matière de patriotisme économique, notamment envoyés aux consommateurs béninois, à vos concitoyens, et évidemment, probablement vers d'autres jeunes qui seraient intéressés par la pisciculture, ou qui sont peut-être intéressés et que votre parcours inspire? Oui, si j'ai deux messages à envoyer à l'endroit de la population, c'est d'abord encourager le producteur local en ce qu'il produit. C'est par cela que la production locale peut devenir une réalité. Parce que nous ne pouvons pas compter sur la consommation externe pour prospérer. Et en plus, quand nous achetons tout le temps
les produits importés, nous ne faisons qu'enrichir les autres. En délaissant, on parle du chômage. Quand on crée l'emploi, c'est qu'on embauche des gens. Mais quand nous envoyons l'argent dans d'autres pays, c'est que nous permettons aux autres de créer des emplois là-bas et d'en appauvrir ici. Et d'en appauvrir ici. Et j'invite les jeunes comme moi à faire. C'est vrai que c'est difficile quand on voit le parcours. C'est clair que, mais il n'y a pas de bonheur sans difficulté. Moi, c'est ma conception. Il faut oser et au bout du tunnel, il y a là. Vous conseillez d'être formé d'abord en agriculture, en agro-pastoral ou de venir peut-être faire un stage chez vous, c'est possible pour des déscolariser? Oui, déjà ce que nous faisons sur la ferme, nous recevons non seulement des universitaires, des lycéens en stage, et aussi, moi je suis en train, on en parlait tout à l'heure, on est en train de créer un volet social où les gens déscolarisés, on a commencé l'année passée, on a pris 2 jeunes qu'on a formés. Cette année, on en a pris aussi également 2, selon nos capacités. Mais on est en difficulté, mais pas pour autant laisser, puisque nous croyons à ce que nous faisons et ça devrait porter. Vous transmettez vos valeurs, vos compétences et votre passion à d'autres jeunes. Donc, oui, voilà. Merci beaucoup et bravo pour cela. Et je présume que, sous réserve du mot du directeur général de son assentiment, vous êtes sans doute déjà un partenaire stratégique de l'ANPE pour en former d'autres. Merci d'être passé, merci d'avoir passé votre témoignage et insufflé de l'inspiration à d'autres. Voilà, nous avons fini avec le témoignage de notre invité, le héros du jour, héros anonyme que nous avons mis au jour. Voici venu l'instant offre d'emploi, puisque ce plateau est aussi dédié à la publication d'offres d'emploi de l'ANPE. Ça sera porté par Miss Emploi dans un instant. Pour le moment, je voudrais vous remercier tous de nous avoir suivis jusque-là et merci de maintenir vos positions pour suivre la suite, les offres d'emploi. Merci à vous, Claude Denaco, et bonne suite. Merci à vous, le spécialiste de l'emploi de l'ANPE aujourd'hui dans ce rôle. Et merci aux sympathiques. Merci beaucoup. Merci. Depuis la dernière fois, mon téléphone n'a arrêté de crépiter. De Zouroumpaoutre aussi dans la commune de Gogounou, d'Adjontime dans la commune de Grand Popo et de Lokwalangbé dans la commune de Zanyanado, des hommes et des femmes m'ont appelé, évidemment pour avoir un boulot. Et à tous, j'ai donné rendez-vous pour ce soir. Je sais que vous êtes tous là, bien assis, face au petit écran. Maintenant, prenez votre calepin, le stylo et notez. Je suis à la recherche de 2 commerciales vendeuses avec une grande capacité d'élocution ayant au moins le BTS en marketing et action commerciale. Si vous remplissez les conditions, je vous donne le boulot. Je suis à la recherche de 40 ouvriers couturiers. Je dis bien 40 ouvriers couturiers titulaires ou non du CQP pour immédiatement travailler. Ah, j'oubliais. Je recherche également 10 titulaires du baccalauréat pour une formation de qualité afin d'être utilisés sur place, évidemment avec un bon salaire à la clé. Et enfin, il me reste 5 postes commerciaux, bilingues, français-anglais, titulaires au moins du marketing, pour un travail de rêve et un salaire de prince. Voilà, c'est bon pour ce soir. Les bonnes choses ne doivent point s'éterniser. Mais avant de prendre congé de vous, sachez que toutes les informations que je viens de vous donner sont disponibles sur le site www.anpe.bj.